Vous écoutez Arte Radio. Je me souviens de la toute première réunion d'équipe qu'on a organisée dans le bureau d'Arte Radio pour réfléchir à un nouveau podcast régulier où on pourrait parler aussi bien de la 6e extinction des espèces, du tri des poubelles, des films porno, de l'éducation bienveillante, des steaks de soja, bref, de tous les sujets auxquels on a du mal à réfléchir parce qu'ils nous angoissent, nous culpabilisent ou nous renvoient à notre pauvre monde en crise. Et si je me souviens aussi bien de cette réunion, c'est qu'elle s'est tenue en février 2020. Vous vous souvenez, le Covid commençait à se rapprocher dangereusement, mais on n'arrivait pas à y croire. Et donc, quand, à la fin de la réunion, Sylvain Gire, notre père fondateur et responsable éditorial, s'est exclamé qu'il avait une super idée de titre pour ce podcast, que ça pourrait s'appeler « Vivons heureux avant la fin du monde », moi, j'ai répondu « Fin du monde, c'est un peu exagéré, tu trouves pas hein ?» Nous sommes en guerre. Voilà, c'est ce qui s'appelle être une journaliste visionnaire. 1 mois plus tard, les 3/4 de la planète étaient confinés et il a fallu apprendre à enregistrer des interviews en distanciel sur Zoom pour démarrer les premiers épisodes du finalement pas si mal nommé « Vivons heureux avant la fin du monde ». Au bout de 5 saisons, on s'est dit qu'il était temps, malgré un état du monde toujours aussi catastrophique, de faire une petite fête. Alors on s'est donné rendez-vous à l'auditorium de la Gaîté Lyrique un soir de décembre. On a demandé à un de nos collaborateurs préférés, Anis Rali, de faire le monsieur loyal. Et on a passé 1 heure à parler en public de ce qui nous meut et nous émeut, comment on cuisine et peaufine les épisodes de Vivons Heureux. Étienne Bottini s'est occupé de la captation sonore, puis Arnaud Forest l'a mis en boîte pour que ceux qui auraient voulu être là puissent écouter. Bienvenue! On est là pour célébrer les 5 ans du podcast Vivons heureux avant la fin du monde. Vas-y, applaudissez-vous vite fait pour... Ouais, la fête! On va profiter de ce moment pour essayer de parler un peu du podcast. Moi, je m'appelle Anis Rali. Je suis un gros fan d'Arte Radio de base. Et à un moment, j'ai voulu faire un podcast avec eux. Et ils ont dit oui. Voilà. Et du coup, j'ai fait un podcast avec eux qui s'appelle « L'école, c'est de la merde ». C'était le titre provisoire, mais ils ont dit « Vas-y, c'est lourd », on a gardé le titre. J'ai vraiment un sale souvenir de l'école. J'étais peu épanoui et j'avais l'impression qu'on me comprenait pas. En gros, un petit cancre du 9-3 avec des capacités mais désinvoltes, je m'en foutiste, et qui aurait dû mettre la même énergie dans ses devoirs que dans les bavardages. Fermez les guillemets. Et en gros, en fait, j'ai fait ce podcast parce que j'ai été beaucoup inspiré par le travail de Delphine Saltel, ici présente. Et du coup, je suis une groupie, quoi. Bref, j'ai envie de parler de moi à fond, mais ce qui nous intéresse, c'est Vivons heureux avant la fin du monde. Et j'ai eu la chance de participer à un des podcasts sur l'alcool. Et du coup, je suis très content. Même si, des fois, les gens ils viennent me voir et ils me disent « Anis, t'as fait un podcast sur Arte Radio, il est trop bien. » Et moi, je pense qu'ils parlent de l'école, c'est de la merde. Et non, il parle de Vivons heureux. Donc j'ai un peu le seum qui parle pas de mon podcast. Mais je suis très content que ce podcast ait une grosse résonance. Ce que j'aime bien dans le travail de Delphine, c'est que ça part d'un point de vue très personnel. Et malgré tout, ça arrive à avoir une résonance universelle. Alors comment on fait pour partir de quelque chose d'assez intime et de faire en sorte que ça résonne quand même malgré tout? Dis-nous, Delphine. Alors, l'alcool, c'est un bon exemple. En boire? Non, mais le sujet, au sens où moi, j'aime bien, effectivement, partir toujours d'un malaise ou de quelque chose qui fonctionne pas bien dans ma vie personnelle et chez les gens autour de moi. Par exemple, le fait que, en société, si on se pose des questions sur sa consommation, c'est qu'on a un problème avec l'alcool. Et après, ce qui m'a donné envie de faire un sujet sur l'alcool, c'est le livre de quelqu'un. Il y a une autrice qui s'appelle Stéphanie Braqueuet qui avait écrit un super livre qui s'appelle Jour Zéro, où elle raconte à la première personne son arrêt de l'alcool.
voilà, c'est la vie de quelqu'un d'autre et le livre de quelqu'un d'autre qui me met sous le nez un problème auquel je voulais pas réfléchir, j'avais pas encore beaucoup réfléchi, et parce que tout est fait dans nos rituels sociaux pour qu'on ne réfléchisse pas trop à comment on boit. Les livres qui paraissent sur l'alcool, c'est sur l'addiction, des gens qui ont eu qui ont fait une descente aux enfers avec l'alcool, et effectivement, en se focalisant sur la déviance ou la pathologie ou l'addiction grave, on évite de regarder plus la norme, la manière dont on boit tous. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes dans Vivons Heureux qui fonctionnent un peu sur une tentative de reconsidérer des normes, des manières de faire, pourquoi on fait ce qu'on fait, comment on le fait. Et ça peut concerner l'alcool comme l'amour, par exemple. Je sais que, par exemple, un des épisodes qui avait aussi beaucoup fonctionné, c'était l'épisode sur les scripts sexuels, qui s'appelait « Comment apprendre à faire l'amour », qui questionnait quelque chose que, finalement, on questionne assez peu, qui est les scripts sexuels, c'est-à-dire la manière dont on fait l'amour dans les couples hétérosexuels, avec un script préliminaire, pénétration, orgasme plutôt masculin. Et en fait, on peut passer sa vie à faire l'amour un peu sur ce script sans vraiment jamais avoir réfléchi à pourquoi on le fait comme ça. Je cite l'épisode sur la sexualité, mais le recyclage des ordures, enfin, en fait, tous nos gestes un peu habituels. Non, mais il y a un lien entre les deux. Moi, je vois le lien entre les deux. Donc, c'est des normes, en fait, c'est des rituels, c'est des choses qu'en fait, on prend un peu comme des évidences, mais au fond, on ne sait pas toujours très bien pourquoi on les fait. Mais pour Alexandre Lacroix, si on y réfléchit 2 secondes, quand on fait l'amour avec quelqu'un, dans une chambre à coucher par exemple, même si la porte est fermée à double tour, en fait, on n'est pas vraiment tout seul dans la pièce. Il y a toute la société avec nous. En fait, on fait n'importe quoi sur la folie du moment, on n'écoute que son désir, c'est complètement faux. La relation sexuelle, la manière dont on fait l'amour, c'est socialement extrêmement codifié. Et en fait, les chercheurs qui ont mis cette essence sociale de la relation sexuelle en évidence, ce sont 2 sociologues américains qui s'appellent John Gagnon et William Simon. Ils ont écrit ensemble un livre en 1973 où ils ont formulé ce qu'on appelle la théorie des scripts sexuels. Alors, ce que nous dit la théorie des scripts sexuels, c'est que, effectivement, quand nous faisons l'amour, nous déroulons un certain nombre d'étapes qui appartiennent à un script qui est tacite, qui circule dans la société. Il y a donc un certain nombre de rituels, un certain nombre de gestes, un certain nombre de mots qui sont attendus. C'est-à-dire qu'au moment des préliminaires, je ne sais pas si je déshabille l'autre, je lui enlève sa chemise ou son chemisier, je m'attends à ce qu'il fasse en retour la même chose pour moi. Il y a tout un système d'échanges, d'impondérables qui se mettent en place et on n'a pas vraiment besoin de se l'expliquer. En fait, on connaît le script, on connaît la chanson. Vous ne voulez pas quitter ces vêtements tout trempés? Vous risquez d'attraper un rhume mortel. Oh, sauvage. On devrait vous enfermer dans une cage. Dans les exemples que tu as cités, à chaque fois, il y a ce travail où tu pars d'une matière qui est existante, qui peut être un livre, mais il y a aussi le fait que tu veux aussi rencontrer des professionnels, ou en tout cas des gens qui vont apporter un angle différent, sourcé. Est-ce que quand tu as un sujet, c'est le rituel, à savoir genre il nous faut de la source professionnelle, un livre, un support? Est-ce que c'est obligatoire dans ton process? Pour arriver à regarder en face ce que l'on fait, ses comportements, ses modes de vie, il faut des chercheurs. Je milite pour ça et le grand plaisir que j'ai dans mon travail, c'est effectivement, pour chaque épisode, de pouvoir lire le travail de gens qui consacrent parfois leur vie d'universitaire. Bon, voilà, c'est des chercheurs en sciences humaines, en sciences sociales, qui produisent des données, des analyses, qui vont sur le terrain. Par exemple, là, les épisodes sur la séparation, paye ta séparation. Eh bien, j'avais découvert le travail d'un collectif de sociologues, qui s'appelle le collectif 11, qui ont écrit un livre qui s'appelle Le genre du capital, qui est un gros pavé de 500 pages, qui est le résultat d'années et d'années de recherche, de big data aussi, avec des chiffres où on peut trouver de quoi voir en fait ce qu'on veut pas voir ou ce qu'on n'arrive pas à voir. Par exemple, on vit en couple hétérosexuel, on a sa petite maison, on a ses petits-enfants, son petit travail, etc. On peut passer une vie entière en fait à fabriquer quelque chose tous les jours.
et à ne pas voir exactement ce qu'on fabrique. Et par exemple, ce que fabrique beaucoup le couple hétérosexuel, c'est des inégalités économiques. Et les sociologues Céline Bessière et Sybille Golac, qui ont écrit Le genre du capital, elles font surgir des chiffres. Je voudrais rappeler une statistique qui me paraît très très importante, qui est que dans les couples de sexes différents, l'écart de revenus entre hommes et femmes est de 42%. Quand les hommes et les femmes ne sont pas en couple, la différence de revenus entre les hommes et les femmes est de combien ? C'est un peu plus... As-tu écouté cet épisode ? C'est moins, ok. Non, c'est 9%. Dit, je suis là, chier dans ça. Ok. Grâce à des travaux comme ça, en fait, on peut se regarder. C'est comme une espèce de miroir que nous tendent les chercheurs. Voilà, ça, c'est un des ingrédients de faire circuler par le podcast ces outils-là pour mieux comprendre, pour se voir, pour se regarder, pour être réflexif. Je voulais aussi te demander, puisque c'est quand même aussi une matière hyper dingue, le fait que tu aies rencontré autant de professionnels avec une promesse qui est « vivons heureux ». Est-ce que tu en tires, toi, un petit tips, un truc qui revient tout le temps, où en fait, si on l'applique, on est grave heureux, quoi. Je suis pas en dépression, hein, je demande ça. C'est pour vous que je demande ça. C'est un peu très ironique que mon podcast s'appelle « Vivons heureux » parce que je suis... dans la vie de tous les jours, un peu souvent à l'abri de la joie. Je suis en général de mauvaise humeur, anxieuse, pas contente. Donc, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, j'ai pas de tips pour être heureux, mais quand même, une des choses qui me rend heureuse en faisant ce podcast, c'est ça, c'est lire le travail des autres, pouvoir le partager, pouvoir le faire circuler, pas pour évangéliser les foules, mais en fait, juste parce que, par exemple, tu vois, l'épisode sur l'alcool, moi, ça n'a pas changé tellement ma consommation, j'avoue. Et en général, d'ailleurs, je fais pas tellement ce que je dis qu'il faut faire dans les podcasts. J'applique pas toujours. Mais quand même, d'abord, je bois plus tout à fait pareil. Après t'avoir écouté, par exemple, tout ce que tu dis dans l'épisode sur l'alcool. Non, mais si, c'est vrai, je bois plus pareil. Peut-être en consommation, en volume ingurgité, ça n'a pas énormément changé. Non, mais je comprends mieux pourquoi on boit, comment on boit, qu'est-ce qui fait qu'on boit, etc. Donc ça rend heureux parce qu'on a conscientisé des choses. Et surtout, ça a créé plein de discussions avec des gens qui avaient écouté le podcast. Alors bon, à mon petit niveau, hein, c'est pas ça qui va inverser la vapeur, mais c'était quand même une joie de voir que ça touchait plein de monde et qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger, peut-être dans la société. Donc ça rend heureux. Oui, et puis, non, mais de toute façon, là, on parle quand même de choses qui sont assez abstraites. Mais là, on a la chance parce qu'on a du public. Vous êtes là. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont changé drastiquement quelque chose par applaudissement après avoir écouté un des épisodes ? Ouais, après, j'ai mis la pression, là. Alors, est-ce que ça vous a au moins conscientisé sur quelque chose par applaudissement ? Ouais. Et qui a été changé par rapport à un autre épisode ? Ok. Bonjour. Les épisodes sur le yoga. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a fait alors ? Je pense que, après moi j'en fais pas régulièrement, mais j'ai dû en faire comme pas mal de gens, quelques cours par-ci par-là. Et en fait, c'est le genre de choses, tu y vas, tu t'inscris, tu réfléchis pas trop, tu sais pas d'où ça vient, pourquoi tu le fais et toute l'implication que ça a derrière. Ça m'a permis de pas mal conscientiser pourquoi je le faisais et qu'est-ce que c'était vraiment le yoga. Le premier malaise que j'ai ressenti, c'était effectivement de me retrouver dans des salles parisiennes, après le travail, entourée de gens qui me ressemblent, quoi, donc des femmes CSP+, plutôt minces, quoi, et blanches, et de me retrouver en fait à chanter des mantras sans savoir ce que c'est, sans jamais traduire, toutes les postures qui sont données en sanskrit. Et quand je commençais à poser des questions, aussi bête que d'où vient le yoga, qu'est-ce qu'on est en train de pratiquer, la réponse était toujours la même, que c'est comme ça parce que le yoga est resté inchangé depuis 5000 ans. Et ça, je me rendais bien compte que c'était pas vrai. Tous ces petits aménagements qu'on trouve maintenant de façon quasiment systématique dans toutes les salles, le Bouddha, alors que c'est pas une discipline bouddhiste, les petites tentures indiennes, la musique douce, il y a comme ça une espèce de grand mélange des genres et en même temps qui est désigné comme quelque chose de traditionnel. Et ça, c'est vrai que le malaise, il était là. Je trouve qu'ici, Marie Coq met le doigt sur ce que je ressens depuis le début sans arriver à le nommer.
moi, il y a des questions que je me pose en tant qu'auditeur de podcast et aussi en ayant mis un petit peu la main à la pâte. Voilà, moi, je suis un gros consommateur de rap et l'art populaire en général m'a toujours parlé. Et je me dis, mais je comprends pas comment ça se fait que le podcast a pas été accaparé par toutes les castes de la société. Mais je veux dire, un podcast, c'est tellement simple à faire. En fait, c'est pas simple de faire un podcast. Bien sûr. C'est pas vrai. Ouais. De faire un bon podcast qui s'écoute jusqu'au bout, c'est pas simple. Okay. Je dis pas que moi, je sais faire. Ouais. Mais en fait, ça a l'air simple. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah ben moi aussi, j'aimerais bien ». Et il y a un peu une illusion parce que c'est léger techniquement, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Il y a quelque chose de simple, mais dans ce que ça demande comme structuration, narration, documentation, c'est quand même du boulot. Oui. Non, mais là, c'est moi qui fais chier avec mon idéologie. Je pense ça... Non, mais je pense aussi ça avec le cinéma, tu vois. Moi, je pense que tout le monde peut faire un film. Enfin, tu vois, j'abuse avec ça, tu vois. Je pense que je suis trop drastique. Et pour le coup, là, en l'occurrence, à la différence de certains médiums, c'est vrai que là, il y a aussi la forme qui donne un sentiment, en tout cas, d'accessibilité. Mais après, pour aller dans ton sens et mesurer mon propos, voilà, moi, je bosse avec Arte Radio sur un deuxième podcast. J'ai pas fini. Désolé, Perrine. Ça fait 1 an, je suis trop en retard et tout, parce que, en effet, une fois que tu as ta matière, etc., il y a... C'est aussi la force de la chose aussi, c'est que c'est tellement libre que en fait ça s'arrête jamais, quoi. En fait, quand tu pars d'une matière vidéo, tu te retrouves avec des rushs et en fait tu dois composer un puzzle avec ça. Mais en fait en audio, qu'est-ce qui t'empêche de te dire je retourne enregistrer quelqu'un, je retourne faire ci? Et en fait il y a un côté où ça peut ne jamais s'arrêter. Moi ça m'intéresse du coup. Est-ce que tu pars avec ta matière et une fois que c'est fini, on n'a plus le droit de retourner enregistrer? Comment tu fais l'équilibre de ça? C'est assez artisanal. Ce qui est effectivement merveilleux avec l'audio, c'est que c'est, je pense, plus libre que ce que léger. Il suffit de partir. Voilà, un agra c'est grand comme ça. Là, il y en a un par terre. On part. Donc, il y a une forme de liberté technique qui est vraiment précieuse et qui fait qu'on peut on peut tourner. Voilà. Après, c'est aussi un piège, tu vois, de tourner des heures. Après, on a trop de matière. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand justement les épisodes prennent un peu le temps de se faire, tourner des choses, aller faire des entretiens, puis un peu se laisser surprendre par ce qui se passe, par des rencontres, et avec une construction un peu organique. C'est-à-dire qu'on ne démarre jamais un épisode en se disant en premier, il y aura ça, il y aura le chercheur, ensuite il y aura le témoignage de X, ensuite il y aura un reportage. Voilà. En fait, on récolte un peu de la matière, et puis après, il y a tout ce travail de mise en forme. Mais c'est ça qui est dur, c'est ordonner. Ce qu'on vise quand même, c'est que les gens écoutent jusqu'au bout. Voilà, l'idée de quand tu fabriques un épisode, c'est que les gens, d'abord, ils cliquent sur ton épisode, ils aient envie, et puis qu'ils restent. Voilà. Et nous, à la radio, on a des chiffres de l'auditorat, mais des fois, on se gargarise sur les réseaux en disant on a fait tant de milliers d'écoutes, etc. Et puis, il y a un chiffre qui est donc, sur lequel nous ne communiquons jamais, qui est le taux de complétion, qui est au bout de combien de minutes les gens lâchent. Et là, je peux te dire que demande à n'importe quel podcasteur de publier ses taux de complétion, tu verras. En fait, c'est cruel. Les gens, ils lâchent, ils n'ont pas un flingue sur la tempe, ils sont pas obligés de rester. Donc toi, ton travail, c'est de les maintenir à l'écoute. Ça, c'est du boulot. Ça demande de s'y atteler, de te prendre quand même beaucoup la tête. Voilà. Et il y a un paradoxe qui est souligné là dans ce que tu dis, je trouve, c'est d'être un peu surpris par ce qui va se passer. En tout cas, malgré tout, t'as beau vouloir le préparer au maximum. Et je suppose que des fois, dans l'enregistrement d'un podcast, tu te retrouves à être contredit sur une idée, etc. Est-ce que ça, c'est genre « Ah, youpi » ou c'est genre « Ah non, fais chier, il faut réécrire » C'est un peu les deux. C'est-à-dire que quand ça se passe, par exemple, avec toi, l'épisode sur l'alcool, c'était une idée de Perrine qui dit il faudrait qu'il y ait quand même, on entende dans les épisodes quelqu'un qui boit pas et qui puisse regarder notre consommation ordinaire avec un regard de quelqu'un qui participe pas à ce rituel social. Et elle a pensé à toi parce que tu passais par là. Ah, j'étais pas dans les spécialistes et tout, moi. J'étais juste un gars, quoi. Et moi, je savais pas trop ce que tu allais me raconter. Et c'était une intuition de Perrine que sans doute tu aurais des choses intéressantes à dire là-dessus. Et je me souviens très bien de l'entretien avec toi, tu te souviens ? Et c'était génial. Justement, tu étais concret dans tes exemples, dans les solutions, dans tes alternatives à l'alcool, ce que tu as raconté sur la danse, ce que tu as raconté sur la drague. Et tu le racontais très bien. J'ai fini l'entretien et je me suis dit, en fait, à Nice, il va prendre beaucoup de place. Des fois, ça se passe pas comme ça. Tu vas voir quelqu'un, tu te dis, ça va être génial. Et tu sors de l'entretien et en fait, tu as envie de tout jeter, c'est nul et il faut refaire. C'est pour ça que j'ai demandé à Anis ce qu'il avait expérimenté, lui,
dans des moments de la vie que, moi, précisément, j'associe toujours à l'alcool. Par exemple, la séduction. Gros sujet. Ouais, bah du coup, c'est hyper dur, mais on se disait que c'est ça, quoi. C'est le jeu. On se disait, c'est complètement... c'est chaud, hein. Comment je vais faire pour l'embrasser? C'était hyper dur, je me rappelle. En fait, on se débrouillait avec des manières détournées. On savait pas qu'il y avait un raccourci, en tout cas, qui permettait de... Et j'avais pas du tout l'idée du truc que ça aide à désinhiber, etc. et tout. Du coup, ça m'a aussi appris à m'affirmer sur des trucs. Si une fille me plaît, je lui dis. Enfin, du coup, ça me force. Moi, je suis hyper dans la communication. Et puis, j'arrive à aussi ne pas avoir de regrets, quoi. Genre, le jeu de la séduction, il est hyper dans l'ambiguïté, etc. et tout. Moi, j'ai essayé de casser un peu l'ambiguïté. Au moins, tu sais, quoi. Dans les podcasts aussi que j'écoute moi en tant qu'auditrice, j'aime beaucoup les épisodes où en fait tu l'aurais pas commencé comme ça, que c'est pas déroulé comme une espèce de thèse en 3 parties et oui, et qu'il y a de la vie. Et ça, c'est vrai que le son, le montage son, l'enregistrement son, ça permet un peu de s'adapter à ce qu'on a, de rafistoler des trucs, de combler des choses qui manquent, qui n'ont pas été dites dans l'entretien. Bon, on peut chercher en fait des rustines ou des petits systèmes pour pimper le truc, pour que ce soit un peu, pour garder les gens à l'écoute en fait. C'est du travail. Non, c'est du travail. Donc des fois c'est de la prise de tête, mais c'est aussi le plaisir du truc. C'est aussi la force d'Arte Radio parce que c'est pas des podcasts comme les autres. Il y a tout ce travail de l'ordre du documentaire et de la recherche qui fait que c'est autant immersif et ça se prend la tête et c'est hyper fluide à l'écoute. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, moi, pour donner un exemple personnel, une fois que j'ai fait mes entretiens, j'ai fait mon montage, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que la voix, interview, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte. Ils m'ont dit, va enregistrer le RER, va enregistrer ci, va enregistrer des choses que tu peux mettre en fond et tout ce travail-là, etc. Et tout. Et bah, c'est aussi grâce au réalisateur que ça permet d'être mis en forme et que ça soit aussi professionnel, quoi. Donc ce gap-là entre le fait d'avoir enregistré et le rendu final, il est très important. Après, en fait, c'est très divers le podcast. Il y a aussi plein de podcasts géniaux qui sont des podcasts de 4 heures dans des trucs de niche, de geek, avec des gens qui sont hyper spécialisés sur je sais pas quoi, le micro, et qui mettent un micro sur la table et ils parlent pendant 4 heures. Il n'y a pas de montage, c'est juste leur expertise et il y a des gens qui écoutent et c'est des ressources. Et c'est hyper marrant quand on traite un sujet de s'apercevoir qu'il existe un tout petit podcast de spécialistes. Je trouve, en tout cas, je parle à mon endroit de banlieusard du 93, etc. Moi, en tout cas, dans mes cercles, je suis quasiment une anomalie qui consomme et qui écoute du podcast. Comment ça se fait qu'il y a encore, en tout cas, ce côté qui est pas... Enfin, comment ça se fait que c'est pas aussi mainstream que la forme le voudrait, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est le podcast Arte Radio n'est pas mainstream. En plus, moi, les miens, comme je me mets en scène dans les épisodes et que je pars un peu de mon propre cheminement, mes propres questionnements pour faire avancer l'épisode, pas tellement pour parler de moi, mais plus comme principe pédagogique pour... incarner un peu le propos, fatalement, je parle pas, je sais pas, aux aristocrates de Versailles, ni des milieux hyper populaires, sans doute. Voilà. Donc, et ça, je sais pas comment le résoudre, j'ai pas de solution. Après, ce que j'essaye de faire, en revanche, c'est les gens à qui je parle, sans doute, ils me ressemblent. Moi, j'ai un point de vue très situé. Voilà, je suis ce que je suis, je le cache pas. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que si l'idée, c'est même à cette petite frange-là, j'essaye d'inciter, avec ce truc de réflexivité, regardons un peu ce qu'on fait, pourquoi on fait ce qu'on fait, comme on le fait, au lieu de se complaire ou d'être content d'être d'accord avec soi-même, peut-être un peu à sortir de ces évidences, de ces automatismes. Voilà, faire cet effort-là, ce petit effort-là, je dis pas que... Le public, là, je profite de vous une dernière fois, vu qu'on arrive bientôt au terme de cet échange. Est-ce que, par applaudissement aussi, il y a un sujet... Vous vous dites que ça ferait un bête d'épisode, là? La santé mentale. Ouais. Je pense qu'il y en a... Ah oui, ça, t'as drop le mic. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. En effet, ouais. Je peux tout à fait partir de mon propre point de vue. J'ai tout ce qu'il faut pour démarrer. Est-ce que, du coup, ça fait partie de... Voilà, est-ce que ça réunit assez de critères pour que tu te dises, OK, il y a une matière là qui peut être intéressante? Ce qu'il faut pour démarrer un épisode, quand on réfléchit en équipe, avec Perrine, avec Arnaud, avec Chloé, quand on réfléchit aux épisodes qu'on pourrait faire, chaque fois, ce qu'on cherche, c'est un peu moi je dis débunker, mais qu'il y ait un chercheur ou des travaux qui...
tout d'un coup nous permettent de ce thème qu'on regardait peut-être toujours de la même manière depuis longtemps. Il y a quelqu'un, il y a un champ disciplinaire ou un courant de pensée ou voilà un groupe d'universitaires ou des chercheurs ou ça peut être des activistes ou des militants aussi qui disent non, attendez, ça, on peut le regarder différemment. Il faut trouver un angle aussi. La santé mentale, en fait, c'est immense. Donc, par où on rentre, parce que c'est quand même, on essaye de faire un épisode tous les mois et demi. Moi, je suis spécialiste de rien. On n'a pas, enfin, je veux dire... donc, il faut aussi que ça soit des sujets, trouver des angles qui soient un peu à la hauteur de nos moyens, qui sont modestes quand même. Donc, il faut que ça s'aligne. Et puis, voilà, des gens qui sont prêts à raconter leur histoire. Alors ça fait des chouettes épisodes parce qu'il y a un peu de tout pour dérouler voilà, une petite réflexion. Pour clôturer, j'aimerais qu'on les a mentionnés depuis tout à l'heure, mais on a toute la team d'Arte Radio qui est là, Chloé, Arnaud, Perrine. Voilà, au bout d'une heure, on devait rendre la salle de l'auditorium pour enchaîner avec la véritable fête. On a chanté tous ensemble un grand karaoké orchestré par le collectif Le Bœuf et j'ai à peine eu le temps de remercier tous les gens qui fabriquent avec moi les épisodes de Vivons Heureux. Arnaud Forest d'abord, mais aussi Charlie Marcelet, Samuel Hirsch, Annabelle Brouard, Anna Bui, Gary Salin, Nina Souchon, Perrine Kervran, Chloé Assous-Plugnan, Mathilde Guermont-Pré, Bastien de Sordi, Victor Candelaft, Marie Vrobel, Mérélie Milavet, Adèle Toquet, Stella Defeder, ma famille et vous, les auditeurs, évidemment. Grâce vous soit rendue et vive la radio.